22 heures sur Télé Djibouti. Bonsoir et bienvenue à vous dans ce bulletin d'information de ce mardi 31 octobre. Voici les principaux faits. Le président de l'Assemblée nationale reçoit une délégation de l'Union africaine dans le cadre donc des prochaines échéances législatives qui se tiendront en février prochain. Et Raila Odinga donc est ouvert au dialogue avec Uhuru Kenyatta. Voilà donc c'était les titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu en audience hier une délégation de l'Union africaine conduite par Karine Kakazi Siaba et formée de 6 autres personnes. Au cadre donc de l'Union africaine et de 4 autres experts indépendants étaient également présents. Cette mission mène donc des consultations au sujet des prochaines échéances électorales. Pour nous en dire plus, Asma Oubakar est avec nous. Bonsoir Asma. Bonsoir Ahmed. Donc, quels sont les principaux points qui ont été discutés durant cette rencontre? Eh bien, lors de cette rencontre, Ahmed, les discussions ont porté sur les objectifs de la mission dite mission d'évaluation préélectorale, qui consiste donc à évaluer l'état des préparatifs pour les élections prévues en principe vers fin février de l'année prochaine et pour identifier ainsi les besoins en vue d'un éventuel soutien. Le président de l'Assemblée nationale a abordé avec ses interlocuteurs plusieurs sujets en relation avec ces futures élections tels que les pouvoirs de contrôle des législateurs, l'équilibre du temps de parole lors des débats qui auront lieu donc au sein de l'hémicycle, le temps d'antennes données dans les médias, les lois sur les partis politiques, etc. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a tenu donc à rappeler que la République de Djibouti, grâce à la volonté politique du chef de l'État, reste l'un des rares pays africains à s'auto-financer intégralement. Et quant à l'équilibre du temps lors des débats en séance plénière, le président de l'Assemblée nationale a expliqué que l'opposition, malgré sa faible représentativité, bénéficie du même temps au chrono que la majorité. Et enfin, le président donc de l'Assemblée nationale a souligné que c'est au ministère de l'Intérieur que revient la charge d'établir les fichiers électoraux dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Ce département ministériel donc a toujours respecté les délais qui lui sont impartis. Il a en outre rappelé que la CNC, la Commission nationale de la communication, a été mise en place et pour sa part, Madame Karine Kalassi Siaba a expliqué que les conclusions de la mission d'évaluation préélectorale guideront l'Union africaine sur l'envoi d'observateurs. Merci Asma. Faire ancrer que le développement d'un pays se fait à travers le développement de ses territoires, tel fut donc l'objet de la mission parlementaire menée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. En mission dans le chef-lieu de la région d'Ali Sabié, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu donc hier dans la région Assadiogo. À son arrivée donc dans la résidence du préfet de la région, le président du Parlement et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le préfet Mohamed Ouabri Assoué, le président du conseil régional Omar Ahmed Ouaïs, ainsi que par le parlementaire de la région, avec à sa tête donc le vice-président de l'Assemblée nationale Elmi Abfi Ouaïs, ainsi que le Okal de la ville Assadiogo. Au cours de cette mission, donc, la délégation a rencontré les responsables et notables de la ville et des membres actifs de la société civile avec lesquels ils ont discuté et échangé sur le processus de la décentralisation sur donc, le territoire et sur les orientations et les actions à mener. Et lors de la rencontre avec la population d'Ali Sabié, qui s'est déroulée donc avec la participation des élus et des autorités administratives à Assadiogo, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a remercié les participants pour l'accueil réservé à la mission parlementaire et à lui-même. Dans son intervention, il a demandé donc à la population d'engager des réflexions et des concertations avec l'ensemble de la population pour participer aux efforts de développement aux côtés de l'État. La population djiboutienne, a-t-il dit, a de tout temps adopté une position attentiste et participe peu aux efforts. Eh bien, la période donc de l'État-providence est aujourd'hui révolue, a martelé le président Ahmed. Une fausse idée donc s'est répandue auprès de notre population qui pense à tort que l'État c'est uniquement les hauts responsables politiques. Cette mentalité doit changer aujourd'hui, a-t-il poursuivi. L'État c'est aussi toute la population djiboutienne. Nous insistons pour que la population participe aux efforts et demande le soutien de l'État par la suite. Les parlementaires sont au service de la population. Ils votent des lois dans l'hémicycle pour améliorer les conditions de vie de ceux qu'ils représentent, c'est-à-dire le peuple. Le Parlement, c'est le pont également entre la population et le gouvernement et fait le suivi de tous les projets de développement.
Enfin, une coopération constante doit être engagée entre les parlementaires et la population civile, a conclu le président de l'Assemblée nationale lors de sa rencontre avec la population de la région d'Ali Sabir. Et dans le cadre de la mission de la tournée parlementaire dans le chef-lieu menée par le président de l'Assemblée nationale, un atelier sur le processus de la décentralisation s'est tenu donc hier au conseil régional d'Ali Sabié. L'atelier a vu la participation du président du conseil régional ainsi que des parlementaires de la région, du vice-président de l'Assemblée, du deuxième adjoint du préfet ainsi que des locales de la ville Assadoug. Les objectifs de cette mission d'information sont multiples. D'une part, elles permettront aux députés de collecter les informations nécessaires afin de faire une évaluation sérieuse des modalités de transfert de compétences et de moyens humains et matériels. Et d'autre part, cette mission d'information va permettre aux parlementaires d'intervenir sur 3 axes, notamment la rencontre entre les élus locaux et les parlementaires, la gouvernance par la participation de la société locale et enfin la mise en place d'un mécanisme de communication avec les acteurs locaux. Sous la présidence du député Ali Soubani Ateye, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie hier dans la salle de commission afin d'examiner le projet de loi portant création de la régie djiboutienne du tabac et fixant ses attributions. Le gouvernement était représenté par le ministre délégué au commerce, Hamad Hassan Ibrahim. Le ministre était accompagné de plusieurs responsables des différents services de son ministère. Le gouvernement a initié une stratégie multisectorielle visant à instaurer une politique nationale de contrôle des produits du tabac et de leur commerce. Et c'est dans ce cadre qu'il a pris donc l'initiative de créer une entité publique appelée Régie djiboutienne du tabac, un établissement public à caractère administratif afin de lutter contre le commerce illicite des produits du tabac et leur contrefaçon qui échappent à la fiscalité nationale. Et enfin, cette régie sera placée sous la tutelle du ministère délégué au commerce. Djibouti, par le biais du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, participe aux travaux de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris. Les travaux de cette 39e conférence se dérouleront du 30 octobre au 14 novembre prochain à Paris. La participation de la délégation djiboutienne à cette 39e session de la conférence générale de l'UNESCO, qui coïncide avec le 72e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, démontre son engagement et son investissement, à l'instar des autres nations qui prendront part à cette conférence qui porte sur des enjeux majeurs et dans un contexte de clarification des objectifs et des valeurs de l'UNESCO. En effet, cette conférence se révèle comme une étape importante puisqu'elle permettra de contribuer à l'élection du 11e directeur général en la personne d'Audrey Azoulay ainsi que la nouvelle présidente du conseil exécutif et surtout à l'examen critique et à l'adoption des rapports de tous les secteurs. Dans le cadre du projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat, du projet d'autonomisation des femmes et du renforcement des communautés, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le secrétariat d'État aux affaires sociales, le ministère délégué au commerce, a effectué conjointement une visite des stands des nouveaux produits artisanaux à base de bijoux perlés et de vanneries au sein de l'UNFD. Ces premiers échantillons ont été confectionnés par les femmes artisanes venues de tout le pays et ayant bénéficié d'une formation d'une semaine délivrée par des experts de l'ONG internationale Aid to Artisans. Ces 2 projets sont respectivement administrés par la Banque mondiale et le PNUD, financés par le Fonds japonais pour le développement social et l'USAID et initiés par l'ADDS et le ministère de la Femme et de la Famille sous l'impulsion du secrétariat d'État aux affaires sociales et du ministère de la Femme et de la Famille. Également dans l'actualité, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, se trouve depuis dimanche à Khartoum où il entame donc une visite officielle. Le ministre a eu donc une séance de travail avec son homologue soudanais, le docteur Faisal Hassan Ibrahim. Les discussions ont porté sur les échanges d'expériences concernant le processus de décentralisation. Les 2 ministres ont insisté sur les relations historiques qui lient les 2 peuples et les 2 pays. Ils se sont engagés à s'entraider dans le domaine de la décentralisation. Le ministre délégué à la décentralisation djiboutien s'est déclaré donc confiant dans la qualité de la coopération entre les 2 gouvernements.
Le secrétariat du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, ont organisé hier à l'hôtel Les Acacias une réunion visant à examiner le rapport de Djibouti. Cette rencontre a regroupé un groupe d'experts dont le point focal du ministère des Affaires étrangères, Moussa Mohamed Omar, point focal également de la Commission économique, la CEA, Mademoiselle Rodan Aden, ainsi que du secrétaire exécutif du MAEP de Djibouti, Abdul Karim Aden Sher. Outre les officiels, cette réunion a vu également la participation des représentants de plusieurs autres institutions dans l'IGAD. Cette réunion doit se clôturer aujourd'hui. Au cours de ces 2 jours, vous aurez, en tant que représentant des États membres du MAEP et spécialistes des questions de gouvernance, de suivi et d'évaluation, à débattre du projet du rapport qui vous a été soumis. Autre nouvelle du pays, dans le cadre des formations continues, les responsables du centre de formation des enseignants ont lancé aujourd'hui une série de recyclage pour les enseignants de base, les enseignants pour le cours moyen et le cours du secondaire. Ces formations concernent donc les nouveaux directeurs d'école, la didactique dans les cours des maths, de sciences de la vie et de la terre, et ces formations visent à améliorer la qualité de l'enseignement prodigué. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Donc nous allons nous rendre au Kenya. Raila Odinga donc est ouvert à un dialogue avec Uhuru Kenyatta. Eh bien, la saga électorale semble loin de son épilogue au Kenya, alors que le président sortant Kenyatta vient d'être réélu avec plus de 98% des voix. Son principal adversaire, Raila Odinga, propose un dialogue qui mènera à des élections plus crédibles. La reddition de la présidentielle au Kenya s'est jouée sans Raila Odinga. L'opposant de 72 ans fait remarquer que le faible taux de participation lors de l'élection est une preuve de ce qu'elle n'est pas valide. Accusant le gouvernement du président Kenyatta de détruire d'autres institutions de gouvernance du pays, y compris la Cour suprême. Fin de citation. Raila Odinga insiste dès lors sur une présidentielle, Ahmad, dans 90 jours qui répondra à tous les critères de transparence et qui passera nécessairement par une réforme électorale. Avec plus de 98% des voix, la commission électorale a déclaré que Kenyatta a réuni sur son nom 7,1 millions de voix, des résultats qui met donc en doute Raila Odinga, alléguant que la commission électorale a augmenté le nombre de voix pour Kenyatta. Il a estimé que les voix mobilisées pour le président Uhuru Kenyatta ne pouvaient pas dépasser 3,5 millions des 19,6 millions d'électeurs inscrits du pays. Le Kenya est sur les braises après la proclamation des résultats hier. Raila Odinga a par ailleurs attribué une part de responsabilité aux diplomates occidentaux, dont les États-Unis, dans la crise kenyane. Et nous allons revenir donc à présent sur l'un des événements qui ont entaché la campagne présidentielle américaine. C'était en 2016, les tentatives donc d'ingérence russe sur les réseaux sociaux durant la campagne américaine de 2016 qui ont été revues à la hausse. Eh bien, donc Facebook estimait que seules les publicités à caractère politique, donc achetées en Russie dans les mois ayant précédé et suivi d'élections présidentielles, avaient été vues par 10 millions d'Américains. Le groupe avance aujourd'hui le chiffre de 126 millions d'internautes. Facebook assure que les comptes liés à des acteurs russes ont été fermés. Le réseau social cherche désormais à savoir comment la plateforme a ainsi pu être utilisée. Alors Ali, quelle a été alors la réaction du gouvernement américain face à cette dégringolade des réseaux sociaux utilisés par des centaines de millions d'internautes dans le monde? Eh bien, ces nouvelles données interviennent alors que Facebook, Twitter et Google sont dans le viseur du Congrès américain. Les réseaux sociaux ont-ils servi pour la propagande venue de Russie? C'est ce qu'on veut tenter donc de définir des commissions parlementaires qui doivent en même temps, Ahmad, auditionner des représentants de 3 groupes durant 2 jours. Et enfin, l'Organisation des Nations Unies
a annoncé donc que la bataille contre le réchauffement climatique est presque perdue, Ali. Eh bien, les engagements pris à ce jour par les signataires de l'accord de Paris ne permettent que de couvrir un tiers de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour maintenir le réchauffement de la planète sous le 2 degrés Celsius, c'est ce qu'a indiqué un rapport des Nations Unies. 2 ans après la COP 21 qui a abouti à l'accord de Paris pour le climat, l'échec est proche selon l'Organisation des Nations Unies dans la 8e édition de son rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière d'émissions de dioxyde de carbone publié aujourd'hui. L'organisation indique que l'écart est catastrophique entre les promesses nationales et les réductions qu'il faudrait véritablement opérer pour maintenir le réchauffement climatique en dessous le 2 degrés Celsius. Et pourquoi pas une mobilisation générale pour faire front commun, Ali? Eh bien, Ahmad, afin d'atteindre ces objectifs de l'accord de Paris, les gouvernements, les secteurs privés, les villes et les autres parties prenantes sont effectivement appelés à se mobiliser. L'accord de Paris, entré en vigueur en 2016, vise à limiter le réchauffement climatique en deçà des 2 degrés, mais un objectif encore plus ambitieux de 1,5 degré est également suggéré. Merci Ali pour toutes ces précisions. Notre biodiversité mondiale est plus riche qu'on ne le pense. Elle englobe le monde végétal et les animaux les plus charismatiques comme les lions, les tigres ou autres pandas, mais également de plus petits organismes vivants comme les vers ou les coquillages. Malgré de multiples études, il est impossible de connaître le nombre exact d'espèces, faune et flore confondues qui existent dans le monde. On continue à en découvrir près de 6000 et à déplorer l'extinction d'une moyenne de 26 000 espèces végétales et animales chaque année. Ce taux de disparition, 100 fois supérieur à la normale, nous place dans l'ère de la 6e extinction massive d'espèces. Voici le top 10 des espèces les plus menacées ou en voie de disparition sur notre belle planète bleue. Et selon l'Union internationale pour la conservation donc de la nature, l'organisation internationale qui fait référence en matière d'études de la biodiversité, 23 250 espèces donc animales sont des espèces menacées. Mais tous ne sont pas heureusement en danger imminent d'extinction. L'Union internationale pour la conservation de la nature a mis en place des catégories pour classer les cas les plus préoccupants. 2546 sont en danger critique d'extinction, 3802 sont en danger et 5640 sont vulnérables. Un environnement, hélas, de plus en plus dégradé avec des relations avec l'homme difficiles. Fin de ce journal. Merci encore une fois de votre fidélité et à très bientôt.